Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce chapitre les services et mécanismes de sécurité. Une fois les menaces qui pèsent sur un système informatique particulier sont identifiées, des fonctions de contre-attaque appelées services de sécurité doivent être mises en place pour contribuer à la mise en place d'une politique de sécurité. C'est-à-dire, si vous avez une entité, cette entité, pour sécuriser son système d'information, a besoin de recourir à une procédure bien définie afin d'être conforme aux normes. Pour cela, entité s'adresse à un audit de sécurité. Cet audit-là fait le diagnostic de l'entité, puis détermine ses failles. Et finalement, cet audit finit par produire un rapport qui contient les recommandations ou bien qui contient les besoins en matière de sécurité nécessaires pour cet établissement. Ces besoins sont appelés aussi services de sécurité. Une fois ces services ou bien ces besoins sont bien définis, à ce moment-là, l'étape suivante, c'est s'adresser à une équipe d'ingénierie. Et c'est l'équipe d'ingénierie qui va déterminer quels sont les outils nécessaires pour répondre à chacun des besoins qui sont mentionnés par l'audit. Donc, ces services de sécurité sont réalisés à l'aide de mécanismes de sécurité ou bien appelés aussi des outils de sécurité. Nous décrivons dans ce chapitre les services de sécurité que l'ISO a dénombrés dans son document ISO 7498-2 pour l'interconnexion des systèmes ouverts. L'ISO 7498-2 provide et fournit une description générale des services de sécurité et des mécanismes de sécurité en relation avec ces services. Nous décrivrons par la suite les services de sécurité et les mécanismes de sécurité. Premier service de sécurité, c'est l'authentification. L'authentification définie dans le document ISO 7498-2 se présente sous deux formes: authentification du correspondant et authentification de l'origine de données. Car là, nous avons deux situations. Nous avons deux entités, c'est-à-dire un user et un serveur. Et dans cette situation-là, nous pourrons avoir besoin à ce que l'user soit authentifié au niveau du serveur, c'est-à-dire le serveur détermine si l'user, si c'est effectivement bien l'utilisateur qui désire être connecté. Et dans d'autres situations, l'user a besoin d'authentifier, de vérifier qu'il s'agit bien du serveur auquel il souhaite se connecter. Donc là, des fois, nous avons besoin à ce que l'user vérifie l'identité du serveur, et dans d'autres situations, nous avons besoin à ce que le serveur authentifie l'identité de l'user. Ça, c'est une authentification des extrémités, c'est authentification des peers, et là, cette authentification s'appelle authentification du correspondant ou bien peer entity authentication. Dans d'autres situations, un user reçoit un mail, par exemple, à n'importe quel moment. Quand il reçoit le mail, l'user pourra avoir besoin de savoir l'auteur ou bien l'origine de ce message. Et là, c'est un autre service de sécurité qui est l'authentification de l'origine, c'est-à-dire de l'émetteur du message reçu. Donc là, nous distinguons dans le document ISO 7498-2 l'authentification du correspondant, c'est l'authentification des extrémités, et l'authentification de l'origine des messages, c'est l'authentification des messages
reçu. Authentification du correspondant, comme je dis, c'est une fonction permettant d'être sûr qu'une entité est bien celle qu'elle a déclarée être lors de la phase d'identification. Et remarquons ici que nous avons identification et authentification. Un user présente d'abord à un serveur, présente son identité et le serveur a besoin d'un moyen qui permet de vérifier si l'identité appartient effectivement à cet utilisateur. Et ce moyen de vérification, c'est l'authentification. Authentification de l'origine des données, c'est une fonction qui permet à une entité d'être sûre de la source des données qu'elle vient de recevoir. C'est-à-dire vérifier que les données reçues proviennent effectivement d'une entité qui est connue. Autre service de sécurité, c'est contrôle d'accès. Son but est d'empêcher un usage non approprié, autorisé de ressources matérielles accessibles à travers le réseau. Elle permet aussi de protéger des informations stockées. Donc, le but de contrôle d'accès, c'est protéger les ressources matérielles et protéger les ressources data ou bien logicielles contre des utilisations non autorisées. Confidentialité des données. Le service de confidentialité de données permet de limiter la lecture ou l'interprétation du contenu de messages à un ensemble d'entités connues par l'émetteur de ces messages. Sachant que lorsque nous envoyons un message à travers le réseau d'une entité à l'autre, nous savons que ce message-là, il est facilement récupéré par des intrus. Et si la confidentialité de données dit que si le message, si on suppose que le message il est reçu par les intrus, le message ne pourra pas être interprété que par l'entité légitime. Et les intrus qui se présentent sur le réseau ne pourront tirer aucune information sur le contenu de ce message. La confidentialité de flux de trafic. Entre l'accroissement de flux d'informations entre entités, ça veut dire nous avons deux entités et nous avons un flux, c'est-à-dire une bande passante régulière utilisée entre les deux entités. En contrôlant ce flux, un intrus pourra tirer des informations qui peuvent être sensibles. Exemple, si par exemple vous remarquez que le débit entrant à votre réseau est accru à augmenter de façon significative, on tire normalement qu'il s'agit d'une attaque qui survient sur notre réseau. Donc là, l'accroissement de flux d'informations entre deux entités ou le simple fait de savoir que deux entités sont en communication peut être significatif et peut révéler un secret. Le service de confidentialité de flux de trafic ici, on ne parle pas de la confidentialité des données, mais de flux lui-même, du canal lui-même. Le service de confidentialité de flux de trafic, nommé de cette façon pour le distinguer de la confidentialité des données, a pour objet de masquer le fait qu'il y ait échange d'informations entre deux entités, ou bien que la ligne garde une façon constante d'échange d'informations. Comme ça, un pirate qui surveille la ligne de communication ne pourra pas distinguer qu'il y a changement et par la suite ne pourra pas distinguer qu'il y a d'informations importantes qui sont envoyées. Donc, le service de confidentialité de flux de trafic, il concerne la ligne de transmission et non les données, plutôt que les données qui transitent sur cette ligne. L'intégrité des données.
le service d'intégrité des données est les moyens qui assurent que les données reçues sont celles qui ont été transmises et non des données qui auraient pu être transformées par modification par un intrus. Un message envoyé d'une entité à une autre, le message là, Bob, doit être sûr que s'il reçoit M, il doit avoir le moyen qui lui permet de vérifier que M n'a pas subi de modification pendant son transit. Non-répudiation. Ici, on se présente dans deux situations. Un émetteur et un récepteur. Si nous avons la première situation, c'est un émetteur envoie un message à un récepteur et première situation, c'est le récepteur pourra nier avoir reçu un message de l'émetteur. Et la deuxième situation, c'est que l'émetteur peut nier avoir envoyé un message au récepteur. Donc, dans certaines situations, un émetteur ne veut pas qu'un récepteur puisse nier avoir reçu un message qui lui a été effectivement envoyé. Et dans d'autres situations, le récepteur ne veut pas que l'émetteur puisse nier avoir envoyé un message qui a été effectivement reçu. Si elle reçoit un message, il doit avoir un moyen qui lui permet de vérifier, un moyen à présenter à eux si eux déclarent qu'il n'a pas envoyé le M. Et eux, des fois, il a besoin d'un moyen qui empêche R de contester ou bien de nier d'avoir reçu un message. Ici, on a deux situations. On a non-répudiation à l'origine et non-répudiation à la réception. Pour éviter ces situations de dénégation, on recourt au service de non-répudiation. Ce service se présente sous deux formes distinctes, non-répudiation à l'origine et non-répudiation à la délivrance. La non-répudiation à l'origine, c'est une preuve qui est fournie au récepteur qui empêche l'émetteur de nier la validité d'un message effectivement envoyé. Et la non-répudiation à la délivrance, c'est une preuve fournie à l'émetteur attestant que le récepteur a effectivement reçu le message qui lui a été envoyé. Là, nous avons la norme récente, c'est la norme 27005. Cette norme traite uniquement elle met l'accent sur trois besoins qui sont la confidentialité comme nous l'avons défini, l'intégrité aussi comme nous l'avons défini, et la disponibilité. La disponibilité, c'est-à-dire si on recourt à un service ou bien un serveur ou bien des données, ces services doivent être disponibles, c'est-à-dire c'est contre le déni de service. Maintenant, les mécanismes. Les mécanismes, c'est quoi? Ce sont les outils qu'on doit implémenter pour répondre ou bien pour réaliser les services de sécurité. Toujours ici, on définit les mécanismes qui sont définis dans la norme ISO 7498-2. Premier mécanisme, c'est le mécanisme de cryptage. Le cryptage d'un message, aussi appelé chiffrement, est l'opération qui permet de transformer à l'aide d'opérations mathématiques, des substitutions et des transpositions, un texte en clair P pour plain text, en un texte chiffré C c'est pour cipher text, de telle sorte qu'il ne soit plus compréhensible par une entité non accréditée. Exemple là, j'ai un émetteur et un récepteur. J'ai le message, le texte en clair P à envoyer au récepteur. Le P va passer par un algorithme de cryptage E paramétré par une clé K, E, K pour produire un ciphertext C. Et même si un pirate réussit d'avoir le C, il ne pourra pas avoir aucune connaissance sur le contenu du message initial. Seul le destinataire légitime qui possède un algorithme D
paramétré par une clé K', l'applique au ciphertext C pour retrouver le plain texte. Ici, dans les systèmes de cryptage, la confidentialité est assurée par le secret des clés et non pas par le secret des algorithmes E et D. Les algorithmes doivent être publics, mais on joue sur les clés pour assurer cette confidentialité. Comme j'ai dit, le texte en clair P est transformé en un texte chiffré C en appliquant l'algorithme EK sur le message EK sur le message P, et la façon de décryptage, on retrouve P en appliquant l'algorithme de décryptage D paramétré par la clé K' sur le ciphertext C. Il existe plusieurs types d'algorithmes de cryptage, mais ils se classent en deux catégories. Ce sont les cryptages symétriques et les systèmes de cryptage asymétriques. Les systèmes de cryptage symétrique sont les systèmes dans lesquels la clé K, nous avons la clé K' se déduit en un temps raisonnable, de K. Un système asymétrique, ce sont des systèmes dans lesquels la K' se déduit en un temps énorme de K. Toujours, nous avons la clé K' et une clé se déduit à partir de l'autre, mais c'est le temps qui dit si le système si le système est symétrique ou bien asymétrique. Dans le cas où la clé se déduit en un temps raisonnable la clé K' se déduit dans un temps raisonnable de K, je dis ici que K' égale à K. Ça, c'est une égalité cryptographique, c'est pas une égalité mathématique. Quand on dit K' égale K, ça veut dire que K' se déduit facilement de K. Et quand je dis K' est différent de K, ça veut dire que K' a besoin beaucoup de temps pour être calculé à partir de K. Et l'étude de système de cryptage fera l'objet du prochain chapitre. La signature digitale. La signature digitale remplace la signature manuscrite pour les communications électroniques. En effet, si je prends un document et quand je signe un document, cette signature va apporter des choses sur le document. D'abord, elle vérifie quelle est l'origine, c'est-à-dire le signataire du document. Elle confirme aussi le contenu de ce document, c'est-à-dire ça va empêcher cette origine-là de nier le contenu. Et elle permet aussi d'assurer à ce que s'il y a une modification, cette modification, elle est constatée et par la suite, on peut dire que ça permet aussi d'assurer l'intégrité du document. Donc, une signature manuscrite, elle apporte ces éléments. Et la signature digitale, c'est une signature qui a les mêmes effets que la signature manuscrite, mais pour les documents électroniques. Elle identifie l'auteur de l'origine du document, c'est-à-dire l'authentification de l'origine des données. Elle confirme le contenu du document, c'est-à-dire elle confirme c'est l'intégrité du document. Elle constitue la preuve de responsabilité, c'est-à-dire là, ça permet d'empêcher de nier le contenu du document. Le contrôle d'accès. Le mécanisme de contrôle d'accès utilise l'identité authentifiée des entités pour déterminer leur droit d'accès à une ressource. C'est-à-dire, si on entre à un serveur, on entre par un login par exemple et un mot de passe. À ce niveau-là, nous sommes authentifiés et selon cette identité, le système va nous attribuer les droits que nous aurons sur les ressources de ce serveur.
Le système pouvait conférer l'accès à une ressource à un utilisateur précédemment authentifié si cet utilisateur était autorisé pour ce faire. Là, nous distinguons deux types de contrôle d'accès. Contrôle d'accès mandataire et le contrôle d'accès discrétionnaire et le contrôle d'accès mandataire. Dans le contrôle d'accès discrétionnaire, c'est-à-dire par discrétion, chaque entité, par exemple, j'ai un fichier 1, un fichier 2, un fichier 3, un fichier, fichier 1, fichier 2, fichier 3, fichier 4. Chaque fichier, je lui attribue ce qu'on appelle une ACL, une Access Control List. Et chaque fois un utilisateur est authentifié, l'ACL va déterminer quels sont les droits que cet utilisateur aura sur le fichier F1. Le fichier, fichier 2 possède lui aussi son ACL. Le fichier F3 possède lui aussi son ACL. Chaque fichier possède son ACL. Et chaque fois qu'un utilisateur est authentifié, l'ACL va déterminer quels sont les droits qu'aura cet utilisateur sur le fichier. Dans un contrôle d'accès mandataire, le contrôle d'accès mandataire se fait par mandat. Ici, les utilisateurs sont classés par classe. Nous avons par exemple classe 1 et classe 2 des users. Et les ressources, c'est-à-dire les fichiers, sont eux aussi classés par catégorie. Par exemple, fichier 1, fichier 2 dans classe 1 et fichier 3, fichier 4, c'est classe 2. Et là, on pourra dire que les users de niveau 1, là, niveau 1, les users de niveau 2, les users de niveau 1 ont accès à classe 1 et classe 2. Et on pourra dire que les users de niveau 2 ont uniquement accès à classe 2. Ici, nous avons effectué une classification d'utilisateurs et une classification des ressources et l'autorisation est déterminée selon les classes. Ça, c'est le contrôle d'accès par mandat. Donc, comme j'ai dit, dans un contrôle d'accès discrétionnaire, chaque ressource lui est associée une liste de contrôle d'accès, c'est-à-dire c'est une ACL. Et selon l'ACL, on détermine les droits qu'aura un utilisateur sur une ressource. Dans un contrôle d'accès mandataire, chaque ressource appartient à une classe de sécurité et selon son niveau de sensibilité. Et tout utilisateur possède un niveau d'autorisation selon son niveau d'autorité. Et c'est le niveau qui détermine l'accès à la classe. Contrôle d'intégrité. Le contrôle d'intégrité, c'est pour empêcher modification des données. Là, nous avons des moyens qui sont intégrés dans les opérations système pour assurer que des données ne sont pas modifiées, tels que le code de parité, le code de bloc, le code cyclique. C'est-à-dire, lors de l'envoi d'un message, par exemple, de la RAM au microprocesseur, le système d'exploitation applique un système pour assurer que les données n'ont pas été modifiées. Et pour envoyer sur un réseau, là, on utilise le CRC, le code cyclique, pour assurer à ce pour permettre à l'émetteur de vérifier que le message n'a pas été modifié sur le réseau. Là, nous avons plusieurs méthodes de contrôle d'intégrité implémentées au niveau de système d'exploitation et chaque méthode est utilisée dans un environnement. Par exemple, là, le CRC est utilisé sur le réseau, le code de bloc est utilisé lors de transfert de masse, exemple entre le disque dur et la RAM. Le code de parité, c'est un code qui est bit par bit qui pourra être employé à faible débit. Donc chaque environnement a sa propre méthode de contrôle. Mais ces méthodes-là ce sont des méthodes qui sont pour protéger les erreurs accidentelles et non pas pour protéger contre les méthodes intentionnelles, c'est-à-dire des méthodes qui sont apportées par des pirates. Pour cela, pour assurer l'intégrité de données, si leur confidentialité bien sûr n'est pas exigée, on utilise un mécanisme de cryptage pour crypter un résumé du message. C'est-à-dire, nous avons un message, on fait un hachage de message
et le hachage peut servir pour vérifier que le message a été, euh, a été modifié ou non. Et on pourra aussi ajouter un mécanisme de signature à ce hachage. Ce mécanisme-là, on va le voir en pratique lorsqu'on traite les systèmes de cryptage asymétriques et les fonctions de hachage. Échange d'authentification. L'objectif de ce mécanisme est de fournir un outil pour assurer qu'une entité est bien celle qu'elle a déclarée être lors de la phase d'identification, c'est-à-dire c'est pour assurer du, l'authentification du correspondant. Là, tout outil, tout moyen de communication tout moyen d'authentification du correspondant appartient à l'une des classes suivantes ou bien se base sur l'une des méthodes suivantes. Soit la méthode ce que connaît l'entité, c'est-à-dire la méthode d'authentification est basée sur un secret que connaît l'entité. Something he knows. Exemple ici, c'est la méthode de mot de passe. La méthode de mot de passe, c'est une méthode d'authentification basée sur ce que connaît l'entité, un secret connu uniquement par l'entité. Un moyen d'authentification peut être basé sur le principe something he has, ce que détient, et si c'est un objet que détient l'entité. Par exemple, une carte à puce, une clé USB, un badge. Tout ça, ce sont des objets qui sont détenus par entités qui pourront leur permettre d'être authentifiés. Et des fois, nous pourrons combiner les deux. Par exemple, les cartes bancaires, le moyen d'authentification est basé sur something he knows, c'est un code PIN est demandé et la carte elle est demandée, c'est-à-dire c'est la combinaison des deux. Un troisième concept ou bien une catégorie de méthodes est basée sur le principe something he is, ce qui est l'entité. Ce qui est l'entité, et là, ce sont les c'est une caractéristique de l'entité elle-même. Pour caractériser une entité ou bien pour identifier une entité par ses caractéristiques, on recourt généralement au caractère biométrique, tels que la rétine de l'œil, les empreintes, digitales, la voix, et ainsi de suite. L'ensemble des caractéristiques biométriques peuvent servir pour implémenter un moyen qui se base sur ce principe de something is. Bourrage de trafic. Le bourrage de trafic, c'est quoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, en analysant un canal, je peux savoir quand les communications se sont déroulées et quand les communications sont quand est-ce qu'il n'y a pas de communication. Le bourrage de trafic, c'est quoi? C'est assurer un trafic constant sur le réseau. Comme ça, même si on surveille le canal, un pirate ne pourra distinguer aucune modification dans le canal et par la suite, il ne pourra savoir si des échanges ont eu lieu ou bien non. Contrôle de routage. Contrôle de routage, c'est quoi? C'est lorsque nous avons un routeur qui est connecté à plusieurs destinations par plusieurs chemins. Si l'administrateur remarque qu'il y a des attaques persistantes sur un tronçon, l'administrateur pourra changer le trafic sur un deuxième réseau pour atteindre une destination. Donc là, les réseaux de communication peuvent être amenés à sélectionner une route plus sûre après sélection d'une attaque persistante ou pour tenir compte de la sensibilité des données. Des fois, quand j'ai des données sensibles, je peux réorienter, rediriger les données qui transitent par des chemins et non par des chemins qui sont suspects.
et merci, bon courage.